Je tiens tout d'abord à remercier l'UGLI et la faculté de droit qui ont permis de mener à bien ce projet. Et je tiens également à remercier Madame Carole Petit et Monsieur Tristan Gérard-Guémard qui, sans eux, cet événement n'aurait pas lieu d'être. Je vous remercie à vous pour votre curiosité et votre intérêt que vous avez porté à cet événement. Je prends mon souffle, excusez-moi, j'ai couru. Juriste Prudentiel, qu'est-ce que c'est? C'est un club associatif au sein de notre université catholique. Et c'est un club qui vise à mettre en lien le droit et l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est un domaine qui est en pleine expansion et qui relève et qui entraîne énormément d'enjeux juridiques, mais à la fois beaucoup d'avantages. Et on va essayer de réfléchir autour de ces axes-là et d'essayer de converser sur les différents enjeux et avantages de l'IA dans le domaine juridique. Pour être honnête avec vous, la conception de jurisprudentielle mène d'une anecdote assez personnelle. L'année dernière, j'étais en train de réviser le cours de droit des obligations de Madame Marie Lecorrier et j'avais très peu d'heures de sommeil dans le sang, beaucoup de caféine et surtout beaucoup de motivation. Et c'est là que mon grand frère est rentré dans la chambre, a ouvert la porte et m'a dit « Ça sert à rien ce que tu fais, de toute façon l'IA va me remplacer. » Et il a refermé la porte sans aucune hésitation. Au début j'ai rigolé, sauf que tout de suite après j'ai commencé à réfléchir et je me demandais si l'IA allait véritablement nous remplacer. Et j'en ai fait la brève conclusion que non, selon moi, ce n'est qu'un outil qui va nous permettre de accroître notre productivité et surtout c'est un outil qui suscite énormément d'intérêt et on doit rapidement s'intéresser à ces enjeux et ces possibilités. Donc voilà. Je vous remercie encore d'être venu. Je vais céder à présent la parole à mon collègue Mathéo Boudin qui animera cette conférence avec nous. Je vous remercie. Merci Abdel de me donner la parole. Moi je pense que je vais surtout vous présenter les deux intervenants, même si je pense que pour la plupart d'entre vous, vous les connaissez déjà, sachant que je pense qu'il y en a beaucoup qui les ont eu comme professeurs. Mais tout d'abord, Madame Carole Petit, qui est directrice adjointe de la faculté de droit chargée des missions académiques, qui est enseignante-chercheuse en droit privé et qui dispense notamment des cours de droit de la famille au sein de la faculté, qui va intervenir essentiellement sur les questions pédagogiques que mêle l'intelligence artificielle. Ensuite, il y a Monsieur Tristan Gérard-Guémard, qui est avocat et enseignant-chercheur en droit privé et en sciences criminelles, qui dispense notamment des cours de droit commercial et de droit des sociétés au sein de la faculté. Et je vais redonner le micro à Abdel pour commencer les questions avec Tristan. Magnifique, je te remercie. Eh bien, on va ouvrir le bal avec une question qui n'échappe pas de la coutume de l'enseignement du droit. Et on va commencer donc par la définition du droit de la concurrence. Il faut savoir que donc, cette conférence va se passer en deux temps. La première partie se consacrera sur l'étude du marché de l'IA et les enjeux en matière concurrentielle. Et dans un second temps, les aspects pédagogiques liés à l'intelligence artificielle et les évolutions qui sont susceptibles d'intervenir tout au long de l'évolution de ces outils-là. Donc, Monsieur Tristan, quel pourriez-vous s'il vous plaît nous donner, afin de nous familiariser avec cette notion, qu'est-ce que le droit de la concurrence? Alors, merci Alice pour cette invitation. Merci pour cette invitation. Je suis comme vous assez, je dirais, intimidé par cette assistance, nombreuse et experte, en tout cas curieuse. Et déjà, ça nous oblige, bien sûr, Carole et moi. Alors, je tiens d'abord, avant de répondre à cette question, que je ne suis pas spécialiste de l'intelligence artificielle, mais j'aime me considérer comme étant plutôt intéressé, voire même compétent en droit des affaires. Donc, c'est à ce titre que j'interviens sur les liens qui peuvent exister entre droit de la concurrence et intelligence artificielle. Alors, droit de la concurrence, pour celles et ceux qui ne sont pas encore familiers de cette notion, droit de la concurrence, c'est un
récente en France. L'un des actes de naissance dans la concurrence, c'est l'ordonnance de 1986 sur la libre fixation des prix par la loi du marché, de l'offre et de la demande. C'est un droit qui vise à, pour faire simple, à préserver une certaine structure des marchés. Le droit de la concurrence, c'est un droit qui est au soutien de la concurrence, au soutien de la libre concurrence. Et donc l'idée, c'est de transposer dans l'ordre économique une sorte de darwinisme, d'idéologie darwiniste anthropologique dans l'ordre économique, c'est-à-dire que la concurrence, c'est la compétition des entreprises les unes contre les autres, et donc le droit de la concurrence doit préserver un degré minimal de concurrence entre les entreprises, parce que s'il ne le fait pas, en tout cas c'est l'esprit du droit de la concurrence, eh bien il s'inquiète de ce que certaines conséquences dont on parlera tout à l'heure puissent survenir. Très bien, magnifique. Bien, je vous remercie pour cette clarification et j'espère que donc, vous avez saisi les principaux traits du droit de la concurrence. À présent, une question qui sera un peu donc ciblée sur notre thématique d'aujourd'hui. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, quelles sont les caractéristiques des marchés de l'intelligence artificielle aujourd'hui? Alors, c'est vrai que, et ça permet de prolonger la première question sur ce qu'est le droit de la concurrence. Le droit de la concurrence, c'est un droit qui est très majoritairement, je dirais, qui a adopté très majoritairement un raisonnement économique. Alors, il y a une thèse, notamment de notre collègue Anne-Lise Sibony en 2008 sur cette colonisation du raisonnement économique en tant que la concurrence. On est un peu contraint de raisonner comme des économistes dans la concurrence. C'est ce qui fait que c'est assez passionnant, c'est ce qui fait que c'est parfois un peu barbant. Mais donc nécessairement, quand on fait dans la concurrence, on est obligé de se poser certaines questions que posent les économistes. Quelles sont par exemple les caractéristiques du marché que l'on a en face de soi? Et si tant est qu'on puisse considérer qu'il y a un marché de l'intelligence artificielle, eh bien pour savoir à quel titre le droit de la concurrence doit intervenir et comment il doit intervenir, il faut nécessairement passer par cette étape-là de l'analyse de la structure du marché que l'on considère le marché de l'intelligence artificielle. Et c'est un marché qui, ce n'est pas très surprenant, mais qui est d'ores et déjà très concentré. Ce qu'il faut dire, c'est que le droit de la concurrence, en principe, répugne à la concentration économique. Depuis à peu près Marx, on sait que c'est une loi du capitalisme d'aller vers une concentration des moyens de production entre les mêmes mains, entre un nombre réduit de propriétaires des moyens de production. Donc ça, Karl Marx a fait plusieurs constats, certains sont vrais, d'autres sont un peu plus discutables, mais celui-là il est tout à fait vrai. C'est une loi, pour le coup, moi, que je vérifie, que le droit de la concurrence illustre quotidiennement. Les marchés ont tendance à se concentrer. Les opérations qui existent sur un marché, les restructurations, les cessions, les acquisitions, la recherche de gains de productivité, d'économie d'échelle. Ceux qui ont fait un peu d'économie au lycée, notamment, ça doit vous dire quelque chose. Cette recherche-là pousse à une très grande concentration des moyens de production. Et donc, le droit de la concurrence, je dirais, regarde d'un œil un peu inquiet la concentration des moyens de production, concentration des acteurs économiques, parce que qui dit concentration dit acteurs de premier plan, des acteurs qui ont une place prééminente, pourquoi pas une position dominante, c'est une qualification qu'on retrouve en droit de la concurrence. Et donc, nécessairement, la structure du marché qu'on va analyser est très pertinente d'un point de vue du droit de la concurrence parce que ça va justifier l'application de tel ou tel. Alors, le marché de l'intelligence artificielle, il est déjà caractérisé par une très forte concentration. Une très forte concentration qui est justifiée par deux facteurs, à mon avis, qui sont des facteurs technologiques et en lien avec cela des facteurs financiers. Premier élément qui justifie cette très forte concentration du marché de l'intelligence artificielle, c'est le fait que l'intelligence artificielle, les outils qui utilisent des algorithmes supposément intelligents, on n'a pas défini d'ailleurs ce qu'est l'intelligence artificielle, mais je vous laisse définir ce qu'est l'intelligence artificielle. Disons que l'utilisation et la conception d'outils d'intelligence artificielle nécessite une puissance de calcul absolument considérable.
vend aujourd'hui donc le matériel nécessaire pour, je dirais, doter les entreprises qui élaborent des modèles d'IA et qui proposent des modèles d'IA à leurs clients, qui proposent du coup ce type de logiciel qui ne fonctionne et qui ne peuvent être créés que parce que un certain nombre de machines ont été utilisées, notamment pour la phase d'apprentissage de l'algorithme qui demande beaucoup de ressources électroniques, pour le dire ainsi, et donc beaucoup de composantes électroniques. Et donc nécessairement, nous avons un petit nombre d'opérateurs qui sont à même de proposer ces outils-là, ces outils informatiques. Et NVIDIA fait partie, je dirais, de ces opérateurs de premier plan qui fournissent ces fameux processeurs graphiques qui sont devenus aujourd'hui incontournables dans la conception et dans l'utilisation de ces modèles d'intelligence artificielle. Donc, nécessairement, nous partons, je dirais, un peu avec un boulet au pied, c'est-à-dire que nous partons dans un contexte dans lequel les personnes qui souhaitent mettre au point leur propre modèle d'intelligence artificielle n'ont comme fournisseurs, pour simplifier, qu'un très petit nombre d'entreprises. Et donc, vous êtes parfois contraint de vous fournir chez NVIDIA ou chez d'autres opérateurs, mais ces opérateurs, je dirais, ont comme toute entreprise la liberté de fournir les entreprises qu'elles veulent, les clients qu'elles veulent. Et donc, par exemple, lorsque vous avez Meta, donc Facebook, pour les plus anciens d'entre nous, dont je fais partie, bien sûr, Meta a par exemple intégré en 2024 350 000 GPU, donc des processeurs graphiques. En 2024, Meta a passé commande de 350 000 de ses composantes à NVIDIA. Autant de processeurs graphiques en moins pour les concurrents de Meta. C'est-à-dire que nécessairement, lorsque vous avez la possibilité de mettre comme Meta 8,3 milliards d'euros sur la table, on parle d'un investissement qui est considérable, 8,3 milliards d'euros, ce qui explique d'ailleurs le récent changement de politique publicitaire de Meta. C'est-à-dire que désormais, j'en ai fait l'expérience il y a quelques jours, maintenant, un peu comme dans une mauvaise série de science-fiction, on vous impose de visionner la publicité lorsque vous faites défiler votre film d'actualité. Vous ne pouvez, le défilement est bloqué pendant certaines secondes, vous avez l'obligation d'assister à cette publicité. Meta a besoin de renflouer un peu ses caisses après un tel investissement de 8,3 milliards d'euros, encore une fois, tout le monde ne va se le permettre. Donc vous avez des fournisseurs, peu de fournisseurs, qui sont du coup dans la position potentiellement de fixer des tarifs, on y reviendra, des tarifs qu'ils considèrent comme étant les plus profitables pour eux, et qui donc ne peuvent servir que les clients les plus solvables. Donc déjà, on part, je dirais, avec cette caractéristique qui déjà empêche l'émergence de concurrents, parce que seuls les gros vont pouvoir émerger et subsister. Deuxième critère, deuxième caractéristique du marché de l'IA, également technologique, je vous parlais de ressources informatiques avec ces fameux processeurs graphiques. Deuxième caractéristique, deuxième élément technologique sur lequel s'appuie l'IA, c'est le cloud, les infrastructures cloud. Parce que l'IA, c'est un peu l'acte 2 du big data. On a beaucoup parlé, c'était le but du RGPD en 2016, de nous faire prendre conscience de ce que la collecte, le traitement des données personnelles est un véritable enjeu pour les personnes. Mais je dirais, jusque récemment, jusqu'en 2022, avec l'émergence de modèles d'IA grand public comme ChatGPT par exemple, jusqu'en 2022, on aurait pu se poser la question de l'utilité de la collecte massive de données, du traitement massif de données. En réalité, le big data, les big data, donc c'est données collectées à une échelle massive, n'ont de sens que parce que nous avons un cerveau artificiel pour les traiter. Parce que nulle personne humaine ne peut traiter ce qui relève du big data. Humainement, sur un plan cognitif, c'est absolument impossible. Nul ne peut accomplir plusieurs millions d'opérations par seconde comme un processeur graphique. Donc, je dirais que c'est un peu l'acte 2 du big data. Et nécessairement, on prend conscience du fait que ces mêmes opérateurs qui utilisent des modèles d'IA, qui fournissent des modèles d'IA,
l'IA sont également des opérateurs qui sont en position prééminente, peut-être en position dominante, du point de vue de leur infrastructure cloud. Parce que la donnée, elle est stockée. Avant d'être captée, d'être collectée, d'être traitée, elle est nécessairement stockée. Les métadonnées également, les données qu'on fabrique à partir de données brutes, elles doivent être également stockées. Pour les stocker, il faut des infrastructures technologiques précises, ce sont des data centers, tout simplement. Et donc, là encore, il y a un besoin en ressources technologiques considérable. On parle beaucoup d'ailleurs des aspects écologiques de ces fameux data centers qui sont très gourmands d'énergie, qui chauffent l'atmosphère. Certains data centers sont même enfouis dans les océans. On avait déjà suffisamment de problèmes avec la température des océans, il a fallu qu'on mette des data centers pour réchauffer un peu plus, c'est vraiment assez intelligent. Et donc, nécessairement, on se rend compte que dès lors qu'il faut cette ressource en plus, qui est la capacité de stocker la donnée pour la traiter, seuls certains opérateurs suffisamment gros peuvent émerger avec une activité qui est à la fois une activité de stockage, qui permet la collecte de données, et ensuite une activité de traitement avec l'intelligence artificielle. Et donc ici, on a principalement trois acteurs qui se dégagent au niveau mondial sur le marché du cloud. On a Amazon, bien sûr, tout le monde ne le sait pas, mais Amazon, le modèle économique d'Amazon, ce n'est pas le retail, ce n'est pas la vente sur l'application Amazon ou sur le site Amazon. Amazon n'a jamais gagné d'argent en nous vendant des produits. C'est une activité qui est historiquement déficitaire, qui n'est bénéficiaire que depuis très peu et encore pas dans tous les pays. Le modèle économique d'Amazon, c'est le cloud. C'est de vendre à prix fort un espace de stockage en ligne pour des données, notamment aux États. Ce qui pose un vrai problème en termes de souveraineté numérique, on en reparlera peut-être, mais lorsque un État stocke des données sensibles, notamment les données de santé de ses patients, de ses citoyens ou d'autres données, sur un cloud géré par une entreprise étrangère, ça peut poser une question de souveraineté. Donc on a Amazon, on a Google bien sûr, et on a Microsoft avec la plateforme Microsoft Azure. Donc là encore, on est en présence d'une structure en matière de cloud qui est un peu le carburant, mais c'est presque le moteur de l'IA. Le carburant, c'est la donnée, le moteur, c'est le cloud, et l'algorithme, c'est presque, je dirais, la tête pensante, le conducteur, le volant de ce marché. Donc on part, je dirais, en présence d'une structure qui est caractérisée par sa très forte concentration. Un très petit nombre d'opérateurs, caractérisé par une très forte solvabilité, une très forte capacité d'innovation. Et c'est ce qui permet, je dirais, de se poser la question de possibles abus, de possibles risques sur ce marché. Je m'étais trop loin. Très bien, je vous remercie pour cette clarification-là également. Alors effectivement, j'ai omis de donner une définition propre de l'intelligence artificielle, puisqu'on parle d'IA, on parle de qu'est-ce que c'est au final. Déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'IA est vraiment partout, quasi omnisciente dans notre quotidien, sur nos téléphones portables, sur nos ordinateurs, même dans la rue. Le fait que vous voyez cette pub, ce n'est pas sans aucune raison, ou alors coïncidence. Alors l'intelligence artificielle, c'est un ensemble de processus algorithmiques qui va entraîner. Alors, il faut distinguer donc l'intelligence artificielle d'une façon générale et l'intelligence artificielle générative, comme vous l'avez sûrement vu ou alors testé, comme ChatGPT, qui est donc en mesure de générer du texte, des images, de traiter des données dans un grand nombre, et qui sont justement, comme M. Gérard Gaimard l'a bien expliqué, entraînés sur le big data grâce à des méthodes dites machine learning, donc l'apprentissage machine. Donc on va faire nourrir à la machine une quantité de données énorme, et plus le nombre de données est élevé, plus l'intelligence artificielle sera intelligente en quelque sorte. Et donc voilà, vous l'avez bien expliqué, le marché de l'IA donc, est fondé sur ces facteurs-là, comme donc le cloud et le fait qu'il y ait comme les gamins aujourd'hui, les personnes dominantes dans le marché de l'IA qui peuvent restreindre les entreprises émergentes à développer des IA qui sont au même niveau que
ChatGPT ou Claude, par exemple. Et donc, quels sont véritablement les risques concurrentiels que peuvent, qui sont présents donc, sur le marché de l'IA? Alors, c'est vrai que c'est un peu le deuxième temps de notre réflexion. Une fois qu'on a fait ce constat-là d'une structure de marché qui est potentiellement à risque, il faut se poser la question de la réalité de ces risques. En réalité, je considère que les risques concurrentiels, alors évidemment, quand on parle de risque concurrentiel, on parle de risque d'atteinte à la concurrence. C'est assez, je dirais, c'est assez vague. En droit de la concurrence, on a beaucoup de mal à définir ce qu'est fondamentalement une atteinte à la concurrence. Les autorités de concurrence essaient de motiver au maximum leurs décisions, mais elles utilisent parfois le terme de bien-être du consommateur, mais comme si c'était l'alpha et l'oméga d'une politique de concurrence que je refuse à considérer d'ailleurs. Ou alors il faut s'accorder démocratiquement sur ce qu'est le bien-être du consommateur. Est-ce que c'est les prix bas? Est-ce que c'est le respect de l'environnement? Est-ce que c'est les conditions sociales acceptables du travail? Est-ce que c'est le sens du travail? Est-ce que c'est la fiscalité, enfin, les finances publiques? En bref, ce qu'on met derrière cela est assez flou. Ça relève de ce qu'on appelle la politique de la concurrence, c'est-à-dire la vision que souhaite poursuivre une autorité de concurrence, que ce soit en France ou de la concurrence ou à l'échelle européenne, la Commission européenne. Alors, ceci étant dit, on peut identifier certains risques qui sont pour nous consommateurs directs et indirects. Mais globalement, alors, sans faire une liste, je dirais qu'il y a une première catégorie de risques qui est d'être en présence d'acteurs importants comme je viens de l'évoquer, Google, Amazon et d'autres, Microsoft, qui, en raison de leur position dominante, vont pouvoir se livrer à des pratiques que le droit des abus de position dominante réprouve. Par exemple, le fait pour une entreprise qui gère une infrastructure cloud, par exemple, de donner un accès discriminatoire à ces infrastructures. Ça on voit très, très fréquemment l'idée pour une entreprise comme Microsoft, qui, comme par hasard, gère à la fois une infrastructure cloud auquel tout le monde peut avoir accès. Vous pouvez avoir SharePoint, par exemple, à titre gratuit ou à titre onéreux selon la position dans laquelle vous vous trouvez. Comme par hasard, cette même entreprise qui a des infrastructures cloud, qui a des infrastructures technologiques en termes de processeurs, utilise également, en partenariat avec OpenAI, ChatGPT. Donc vous avez, je dirais, une sorte de confusion des genres chez ce genre d'entreprises qui sont multidominantes en quelque sorte, dominantes par les outils qu'elles utilisent et par les infrastructures qu'elles détiennent. Et donc l'idée, le risque qu'on peut identifier, c'est que pour une entreprise qui voudrait évincer un concurrent, limiter la croissance d'un concurrent, ce serait d'éviter que ce concurrent ait accès aux ressources qui sont indispensables pour l'accès au marché. C'est un peu la question qu'on a rencontrée historiquement en France avec la question de l'ouverture à la concurrence des anciens monopoles d'État. Par exemple, lorsque on a décidé, généralement sous impulsion européenne, de considérer que le marché du rail devait être concurrentiel, ne devait plus être sous monopole de la SNCF, on a considéré qu'il fallait diviser les marchés, et donc il y aurait du jour au lendemain un marché du rail, un marché de l'infrastructure du rail, qui sera géré par une seule personne, parce qu'on a quand même 10 000 opérateurs pour gérer cette infrastructure, et ensuite graviteront autour de ce marché Renfe en Espagne, Trenitalia en Italie, et la SNCF Transport sur le marché du transport de personnes. Donc vous voyez que très souvent nous avons des marchés qui peuvent être saucissonnés en quelque sorte, et l'accès à certains marchés, l'accès à certaines ressources est indispensable pour exercer sur un autre marché. Moi, si je veux demain faire rouler des trains sur le réseau ferroviaire français, je vais devoir demander à SNCF Réseau le droit de passer sur les rails français, moyennant un droit de péage. Si demain je veux concevoir un modèle d'IA aussi performant que ChatGPT, je vais devoir avoir accès à des données et à des infrastructures cloud au moins aussi puissantes que celles des opérateurs en position dominante aujourd'hui. Vous voyez, le risque, c'est que, je dirais, on a la même réflexion dans le domaine de l'énergie, par exemple. Le risque, c'est que les opérateurs dominants
mettent en place une politique discriminatoire, c'est-à-dire qu'ils choisissent leurs clients certes, mais qu'en choisissant leurs clients, ils aient une politique commerciale qui aboutisse à refouler à l'entrée du marché concerné, le marché par exemple des IA génératives, refouler à l'entrée de ce marché de potentiels concurrents. Donc ça, c'est le premier risque, je dirais, qu'on peut être en évidence. Une autre pratique que l'on peut rencontrer, très fréquente dans le secteur du cloud, ce sont des pratiques de verrouillage. C'est-à-dire que vous êtes par exemple une entreprise qui a mis au point un nouveau modèle d'IA. Et vous n'avez pas évidemment 15 000 mètres carrés de data center dans votre jardin. Donc vos données qui servent à nourrir votre algorithme, elles sont hébergées sur un data center Microsoft. Le but de Microsoft, c'est de vous garder comme client. Et donc, lorsque vous allez vouloir quitter le data center, le service cloud de Microsoft, eh bien, il peut y avoir des clauses contractuelles, par exemple, qui vont restreindre la liberté de cette entreprise, qui louerait en quelque sorte cet espace de stockage, des restrictions, par exemple, à la portabilité des données. Voilà. Ou alors, vous allez avoir des pénalités. Si vous quittez la maison de Microsoft, vous allez devoir payer une pénalité. Donc, il y a ici une pratique de verrouillage qui consiste à dire, là, en tant que je suis opérateur dominant, je peux me permettre d'imposer à mes clients une politique contractuelle qui est très restrictive de leur liberté d'aller et venir en quelque sorte. Et donc, c'est potentiellement anticoncurrentiel parce que la concurrence, c'est la libre fixation des prix, mais c'est aussi la libre circulation des opérateurs économiques qui doivent avoir la liberté de pouvoir conquérir tel ou tel marché, tel ou tel client. Un autre risque concurrentiel, qui là pour le coup est assez original, qui a été mis en évidence dans un récent avis qu'a rendu public l'autorité de la concurrence française en mai dernier. C'est une pratique que le droit de la concurrence, le grand droit de la concurrence, le droit des marchés, je dirais, ne saisit pas traditionnellement. C'est la pratique de débauchage massif de certains opérateurs dominants. Vous avez des opérateurs comme Microsoft et Google qui n'hésitent pas à débaucher massivement le personnel de certaines startups dans le secteur de l'IA pour vider de leur substance, de leur force vive en quelque sorte, ces concurrents en puissance. Et puis, il y a un dernier risque, et j'en terminerai par là, en tout cas pour ce qui me concerne dans cette présentation, c'est un risque d'utilisation anticoncurrentielle des algorithmes. Parce qu'il y a deux façons, je dirais principalement, d'utiliser un algorithme d'intelligence artificielle à des fins concurrentielles, à des fins anticoncurrentielles. D'abord, le premier moyen de porter atteinte à la concurrence avec un algorithme d'intelligence artificielle, c'est de demander à cet algorithme de fixer ses prix en fonction de ceux de ses concurrents. Parce que vous êtes une entreprise, vous guettez bien sûr quelle est la politique de vos concurrents, et donc vous voulez être au plus près de ce que ces concurrents font, pour être le mieux disant, ou en tout cas être net par rapport à ces concurrents. Et donc l'utilisation d'un algorithme permet, le cas échéant, un alignement des prix. Même si on ne l'a pas voulu, mais de fait, lorsque, par exemple, une compagnie aérienne qui propose des billets d'avion utilise un algorithme qui vise à aligner ses propres prix de Booking, par exemple, avec les prix des chambres d'hôtel. Certains hôteliers européens sont d'ailleurs vendus beaucoup contre Booking. Je vous renvoie à toute l'actualité de ce sujet, mais l'idée, c'est que dans ce cas-là, l'algorithme va aboutir à un lissage des prix. Ce qui, du coup, est contraire à la libre fixation des prix. C'est-à-dire que le but de la libre concurrence, c'est quand même d'assurer, je dirais, une guerre des prix, oui, mais donc, du coup, que certains opérateurs puissent se démarquer par les prix qu'ils proposent. Il n'y a plus de compétition lorsqu'on est tous identiques, en quelque sorte. C'est l'idée. Et la deuxième façon d'utiliser un algorithme à des fins anticoncurrentielles, et moi, pour le coup, je l'ai expérimenté dans ma pratique d'avocat, parce que j'ai défendu des entreprises qui avaient été victimes de ce type de pratique. Un certain nombre de services proposés par des GAFA, notamment je pense à Google Ads, Google AdWords, le service Google Ads, donc le service de publicité de Google, utilisent un algorithme pour contrôler la légalité des annonces qui sont publiées sur Google. Vous avez le choix entre bandeaux, sponsorisés ou annonces. Vous ne pouvez pas publier n'importe quoi. Et évidemment, il y a plusieurs milliers
aucune personne humaine ne peut raisonnablement contrôler au cas par cas la légalité de ces annonces. Eh bien, un algorithme d'intelligence artificielle contrôle ces annonces-là. Et parfois, cet algorithme commet des erreurs. Et automatiquement, lorsqu'il détecte une annonce qui considère comme étant illicite, Google suspend ou supprime le compte Google Ads. Ce qui aboutit du jour au lendemain à priver les entreprises en question de visibilité. Parce que vous avez des entreprises qu'on appelle des pure players, des entreprises qui n'ont l'existence que sur Internet. Amazon, par exemple, c'est un mauvais exemple parce que c'est un opérateur proéminent. Mais vous avez des entreprises qui n'ont pas de point de vente physique, qui n'existent que sur Internet. Si vous les privez de leur visibilité sur Internet, vous les privez d'une partie très substantielle du chiffre d'affaires. J'ai des clients dont le chiffre d'affaires passe de 100 à 0, du jour au lendemain. Parce que vous êtes victime d'un algorithme d'intelligence artificielle, mal programmé ou pas d'ailleurs, parce que j'ai appris ensuite que Google avait sciemment programmé l'algorithme pour qu'il supprime les annonces de certaines entreprises qu'il voulait expurger de son service, les opérateurs de renseignement téléphonique, notamment les 118, etc. C'est encore les plus anciens, si vous vous souvenez. J'en fais partie. Cette publicité que tout le monde a en tête sur les 118, 218. C'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et là, notamment, ces opérateurs de renseignement téléphonique ont été évincés de la recherche de Google. Parce que l'algorithme Google Ads a été programmé pour interdire les annonces de ces opérateurs. Et donc, du jour au lendemain, crash, je dirais, financier de ces entreprises. Donc voilà, ces risques-là, alors évidemment, il ne faut pas paniquer parce qu'on a des outils. On a des outils pour prévenir ces risques, notamment les récents règlements DMA et DSA, surtout le DMA d'ailleurs, aboutissent quand même à des obligations imposées aux entreprises les plus importantes sur le marché, les fameux contrôleurs d'accès. C'est-à-dire, le mot est évocateur, contrôleur d'accès, ça veut dire que je suis une sorte de poste frontière, je suis un peu un péage finalement dans l'accès au marché. Le mot a été très habilement choisi. Donc on a des outils ex ante, ex post, a priori, a posteriori, qui nous permettent de lutter contre ces potentiels risques concurrentiels. Eh bien, je vous remercie et j'espère que ça vous a éclairé un minimum, car c'est assez passionnant de voir que l'IA est certes très démocratisée aujourd'hui, mais ces enjeux et ces risques ne le sont pas pour autant. On voit que l'IA va au-delà donc, de la simple utilisation de ChatGPT et que c'est vraiment un domaine qui englobe plusieurs aspects et peut concerner plusieurs sujets. Et on va donc transitionner à présent à un autre sujet, deuxième partie de cette conférence. Je vais céder la parole à M. Matteo Goudin qui donc va traiter sur l'IA et la pédagogie. Merci. Juste, je pense, avant d'élaborer, d'énoncer plutôt les problématiques liées à la pédagogie, j'aimerais revenir sur un point intéressant dont a parlé M. Gérard Guémard, sur les problématiques de souveraineté numérique et stratégique. Parce que de mon point de vue, est-ce que la politique de la concurrence élaborée par le droit de l'Union européenne n'est pas d'une certaine façon contraire à construire des grands champions européens dans la plupart des domaines, mais notamment sur le domaine de l'intelligence artificielle? Je pense notamment à récemment le rapport Draghi qui avait pointé du doigt le fait qu'il y avait une absence de politique industrielle au sein de l'Union européenne, ce qui pouvait impacter ces éléments. Alors merci pour cette question qui nécessairement va me conduire à vous faire une réponse politique, donc qui n'engage que moi, bien sûr. Je considère que le constat que fait Mario Draghi, mais d'autres l'ont fait, c'est un constat, pour moi le verre est dans le fruit depuis le début. C'est-à-dire que le droit de la concurrence, tel qu'on le conçoit en Union européenne, est un droit qui neutralise la possibilité de l'émergence de ces fameux champions nationaux ou européens. Ce n'est pas un hasard si tous les champions européens qui existent encore aujourd'hui, on se demande par quel miracle ils existent encore aujourd'hui, Airbus par exemple, ou d'autres entreprises industrielles européennes. Si ces entreprises existent encore aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des États à un moment donné. Pas tous les États d'ailleurs. Airbus n'a pas été créé par 27 États, par
3 États. C'est qu'à un moment donné, on a eu du personnel politique, des représentants d'États qui se sont mis autour de la table pour s'accorder sur la création de ces championnats nationaux. Aujourd'hui, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si vous vous dites du jour au lendemain, à l'échelon français par exemple, mais même à l'échelon européen, il faudrait modifier les traités. Parce que vous ne pouvez pas, par exemple, aider une entreprise privée. Un État et l'Union européenne ne peuvent pas en principe aider une entreprise privée, ce qu'on appelle la commission des aides d'État. Elles doivent être notifiées, elles sont contrôlées par la Commission européenne. Et donc l'idée, si vous voulez, c'est ici que l'idéologie de la concurrence, en fait, je dirais, neutralise notre volonté de favoriser l'émergence de champions nationaux européens. On ne peut pas être pro-concurrentiel jusqu'au bout, en réalité. Si on est pro-concurrentiel jusqu'au bout, on applique la théorie économique de la concurrence pure et parfaite que des petits opérateurs disséminés. C'est la fameuse atomicité du marché, caractéristique de la concurrence pure et parfaite. Si on est un concurrentialiste de base, on pense cela et le droit de la concurrence doit faire cela. Si par contre on a un concurrentialiste qui a une vision politique, je fais partie de ces concurrentialistes-là, qui considèrent que le droit de la concurrence c'est un outil, que si on veut se doter de champions nationaux, il faut se décharger de certaines contraintes qui pèsent sur nous, notamment des contraintes issues des traités. On ne pourra pas favoriser tel ou tel champion national si on n'a pas la liberté de le favoriser. Si on ne se bat pas à armes égales avec les États-Unis et certains pays asiatiques. On ne peut pas faire tout et son contraire. On ne peut pas dire qu'il faut des champions nationaux et en même temps garder le cadre tel qu'il est aujourd'hui. C'est comme lorsqu'on se demande pourquoi on ne peut pas interdire le glyphosate en France, c'est parce que c'est contraire aux règles de libre circulation des marchandises en Union européenne. C'est aussi simple que cela. Et en fait, il faut juste sortir du cadre. Pas sortir du cadre. Certains vont crier au Frexit. Disons qu'il faut potentiellement repenser certaines règles qui rendront possible l'émergence de ces champions européens ou nationaux. Moi, je pense que Draghi ne va pas au bout de la logique. C'est-à-dire que s'il va au bout de la logique, il faut qu'il aille dans un deuxième temps sur le monde, de dire voilà, maintenant on va modifier les traités. Ou alors, ces champions nationaux européens ne sont créés que par certains États. C'est la fameuse théorie de l'Europe à deux vitesses. Où il y a un noyau dur qui décide de certains sujets, et puis pour d'autres sujets, il faut l'unanimité des 27. Comme on l'a dit, en l'état, c'est impossible, et il faut bien sûr défendre le droit européen sur ce point. Merci beaucoup pour ces précisions. Et effectivement, il y a une différence entre le Conseil de l'Europe, qui est une organisation intergouvernementale qui a permis la création d'Airbus, et l'Union européenne sur ce point. Mais pour revenir du coup à notre deuxième sujet, qui est la pédagogie et l'intelligence artificielle, tout d'abord, comme première question, on se demandait avec Adèle comment la faculté de droit et ses enseignants appréhendent-ils l'intelligence artificielle générative? Alors, est-ce que vous m'entendez comme ça? Non. Là, c'est nous. Alors, merci pour cette question, mais d'abord merci à tous les deux, peut-être particulièrement à M. Benavi pour son invitation, qui montre combien les échanges enseignants et étudiants sont précieux, sont importants. Et puis, félicitations pour la création de ce club associatif, l'organisation de cette soirée. Alors, pour commencer à répondre à la question, et là aussi, je ne suis pas du tout une spécialiste de l'intelligence artificielle. Je ne prétends pas non plus être une spécialiste de la pédagogie, mais disons que ça occupe quand même une partie de mon temps. Et puis bien sûr, comme je pense tous les enseignants doivent le faire, je m'intéresse à l'intelligence artificielle et en particulier aux usages qu'en font les étudiants. Mais voilà, c'est plus un partage d'expérience que je partagerai justement ici plutôt qu'une leçon sur quoi que ce soit. Donc pour commencer à répondre à la question, je dirais que nous intégrons à la faculté de droit progressivement l'intelligence artificielle générative à notre modèle pédagogique. Modèle que je qualifierais de relativement dynamique, déjà bien avant que l'on s'intéresse particulièrement à l'IA. Ce modèle est fondé bien sûr sur des méthodes traditionnelles d'enseignement auxquelles nous croyons toujours et qui ont de véritables vertus, mais également sur des méthodes un peu moins classiques
en lien avec l'approche par compétences et issue d'une réflexion constante que nous menons sur la pédagogie à l'aide d'experts. Nous organisons au sein de la faculté de droit pour nos enseignants des ateliers pédagogiques au cours desquels nous faisons intervenir des experts, des spécialistes des sciences de l'apprentissage, des sciences cognitives, des neurosciences, des sociologues de la jeunesse, par exemple pour la semaine dernière, notre atelier de la semaine dernière, mais aussi bien sûr à l'aide de nos étudiants qui nous apprennent à mieux comprendre leur génération. C'est ainsi que nous avons développé un projet qu'on appelle le projet de diversification pédagogique, dont je pourrais éventuellement parler plus tard. Ce modèle pédagogique, finalement, permet d'intégrer progressivement l'IA de manière, peut-être pas naturelle pour tous les enseignants, mais voilà, ces méthodes, ce modèle, cette dynamique permettent d'intégrer progressivement l'IA à nos enseignements, qui doivent être pensés, c'est certain, en relation directe avec la réalité des métiers de juriste d'aujourd'hui et surtout de demain. C'est notre mission. Donc ce que l'on identifie à ce stade et ce que l'on se dit entre enseignants, ce que je dis à nos enseignants, mais aussi à nos étudiants, dès que j'en ai l'occasion, c'est que, à mon sens, nos étudiants doivent savoir comment fonctionne l'IA. Donc ce type d'événement, je pense, est important pour ça. Doivent apprendre à en faire un usage pertinent, c'est-à-dire à l'utiliser comme un outil, éventuellement comme un assistant, mais sans en devenir dépendant. Il ne faut surtout pas devenir dépendant de l'IA, ce qui suppose de savoir penser par soi-même, c'est très important, raisonner par soi-même, afin d'être maître de l'outil et non pas esclave de l'outil. Cela suppose de faire preuve de beaucoup de bon sens, ce que n'a pas l'IA jusqu'à présent. Ce qui est très important aussi, je pense, pour nos étudiants, c'est de savoir vérifier les recommandations faites par l'IA, les apprécier, les remettre en cause, savoir en repérer les biais et hallucinations. Je pourrais donner un exemple qu'on a vu ensemble. Les hallucinations, c'est des créations faites par l'IA. Si on demande de la jurisprudence et que l'IA n'en trouve pas, elle va inventer. L'arrêt, par exemple. Ce qui suppose, bien sûr, donc tout cela suppose vraiment de développer un esprit critique, un esprit d'analyse très important. Il faut que vous soyez expert dans votre domaine pour utiliser de manière pertinente l'IA. Alors, c'est pas nouveau que les juristes doivent faire preuve d'esprit critique, d'esprit d'analyse, absolument pas. Mais disons que ces compétences-là sont encore plus importantes dans le contexte de l'IA. Il faudra aussi peut-être tenter de préserver vos données, celles de vos clients, être conscient des enjeux éthiques et déontologiques de l'IA, peut-être savoir créer votre propre modèle d'IA, en tout cas, et parallèlement, être conscient des compétences propres à l'humain que vous devez conserver, que vous devez développer, que vous devez valoriser. À mon sens, notamment les compétences psychosociales, l'intelligence relationnelle, l'intelligence émotionnelle, savoir faire preuve de pédagogie aussi, de stratégie. Un avocat, tu me diras Tristan, si je me trompe, mais passe quand même beaucoup de temps, me semble-t-il, à soigner ses relations clients, à conseiller stratégiquement ses clients, au-delà de la connaissance technique du droit, doit être réactif, pragmatique, répondre souvent oralement, face à face à son client ou au téléphone, et pas le temps, et pas... Vous allez pas ouvrir votre ordinateur, votre téléphone pour utiliser ChatGPT et répondre à votre client. Voilà. Et puis enfin, je dirais qu'il me semble très important pour vous, étudiants, je crois qu'on a majoritairement un public d'étudiants, de vous faire confiance. Parce qu'on remarque, alors on le dit beaucoup de la génération à laquelle vous appartenez, mais vous ne vous faites pas confiance au point que vous accordez bien plus de confiance à l'IA qu'à vous-même,
même bien formés, et même qu'à vos enseignants. C'est-à-dire qu'il paraît que vous avez tendance à vérifier ce qu'on vous raconte dans ChatGPT ou autre. Faites-vous confiance, faites-nous confiance, et je crois que là, vous pourrez faire une utilisation peut-être assez pertinente de l'IA. Du côté des enseignants, nous incitons les enseignants, là aussi, à comprendre comment fonctionne l'IA, donc à se former, à tester, pour savoir aussi, en repérer notamment les biais. Il faut absolument aussi que les enseignants, à mon sens, connaissent les usages étudiants de l'IA, qu'ils connaissent aussi les outils de détection de l'IA. Il existe de l'usage de l'IA par les étudiants, mais aussi leurs limites. On pourra en parler peut-être dans la deuxième partie. Et comme on l'a dit pour les étudiants, il faut être aussi conscient de sa valeur ajoutée en tant qu'humain et en tant qu'enseignant. Et il y en a de la valeur ajoutée, je crois. Je serais peut-être plus réservée sur l'usage par les enseignants de l'IA pour la préparation de leurs cours, pour la préparation des examens. D'ailleurs, est-ce que tu as utilisé l'IA pour préparer ta présentation, Tristan? Non. Moi non plus, j'ai même pas pensé, on aurait pu tester. Alors, certains enseignants commencent à utiliser l'IA, alors peut-être pas pour vraiment préparer leurs cours, construire leurs cours, mais parfois pour générer un diaporama, pour trouver de l'inspiration pour des sujets d'examen, notamment de type QCM. Là aussi, on dit encore, évidemment, on interdit de le faire, on ne serait pas en mesure de le faire, mais on a envie de dire, faites-le de manière intelligente, pertinente, sans perdre de votre créativité d'enseignant. C'est quand même, me semble-t-il, fondamental. Et puis c'est là aussi accessoirement on se fait plaisir. Sans perdre vos qualités d'humain, de pédagogue, de transmetteur, sans perdre votre personnalité. Parfois les étudiants peuvent nous dire, bon, tel ou tel enseignant, on a l'impression que c'est un plot, on va d'amphi, on ne le connaît pas, il ne bouge pas, il n'apporte pas sa patte. Donc si en plus on commence à préparer tous nos cours avec l'IA, on va glisser, je crois que tu as employé ce mot-là tout à l'heure. Notre enseignement, je pense que ce n'est pas souhaitable. Et puis aussi, il faut que, je pense, les enseignants fassent un usage éthique de l'IA, notamment pour ne pas contribuer à véhiculer des vérités sorties de l'IA, qui peuvent être des vérités fausses, qui n'en sont pas, des vérités approximatives, et en tout cas, encore une fois, une vérité lissée, sans nuance suffisante, qui serait celle de l'IA. Donc il faut aussi que les enseignants, me semble-t-il, pensent aux valeurs qu'ils souhaitent inculquer aux étudiants et donnent le bon exemple. Alors pour cela, nous avons des formations qui nous sont proposées par notre centre d'appui à la pédagogie, mais aussi nous sommes en lien avec nos étudiants, nous faisons des tests avec nos étudiants, on en a fait beaucoup tous les deux, M. Benavid, et je pense que c'était très enrichissant, j'imagine pour nous deux, en tout cas pour moi. Donc on s'est dit que ce serait bien de le faire peut-être plus souvent et à une autre échelle, et de proposer aux enseignants de la faculté de droit et aux étudiants de la faculté de droit des ateliers avec des tests plus ou moins en direct où nous on donne un sujet, une problématique, un étudiant passe ce sujet, cette problématique à la moulinette de l'IA avec comme il le ferait peut-être chez lui. C'est ce qu'on a fait tous les deux et c'est encore une fois très enrichissant, donc ce serait bien peut-être de le faire comme ça, sous forme d'atelier, peut-être comme ce soir avec ces tests en direct, et je crois qu'on apprendrait beaucoup réciproquement. Je pourrais dire quelques mots des tests qu'on a fait ensemble et de ce qu'on a essayé de constater l'un et l'autre, mais je ne sais pas si on a le temps, si vous préférez qu'on passe à la deuxième question. On peut ? Alors, on a fait plusieurs tests, vous pourrez m'aider, M. Benavid, sur les systèmes d'IA utilisés. On a soumis d'abord une première question qui était, c'était une question de droit
égale de l'enfant. Volontairement, j'ai posé la question comme je pouvais imaginer qu'un étudiant la poserait, c'est-à-dire que je n'ai pas trop aidé ChatGPT en l'occurrence. Alors vous pouvez peut-être dire quelle version vous avez utilisée. Alors oui, on a utilisé 2 versions actuelles de ChatGPT. Comme vous savez, peut-être pas. Alors ChatGPT a différents modèles. Ils ont commencé avec le modèle 3.5 qui était en capacité de générer du texte. Puis actuellement, nous sommes arrivés au modèle O1. Ce modèle-là est en mesure de, entre guillemets, réfléchir avant de répondre et non pas juste élaborer sa réponse de manière prédictive en utilisant des tokens. Donc on a fait le test avec GPT 4.0 et O1 et pour visualiser si l'IA face à une question comme celle posée pouvait donc répondre d'une manière précise et assez claire. Ici, au premier essai, il me semble que la réponse n'était pas si satisfaisante que ça. Et après, on a essayé de donner plus de détails à l'IA et on a vu que le résultat au final se rapprochait de la réponse attendue. Donc, c'est ce que je trouve assez intéressant et comme vous l'avez mentionné, ça reste un outil et les capacités humaines sont nécessaires avant tout. L'IA n'est pas là à nous remplacer, elle n'est pas là. Je conçois l'IA comme elle ne devrait pas servir uniquement à répondre à nos questions, mais nous aider à nous poser les bonnes questions, nous aider à mieux réfléchir. Et si on cumule donc les capacités cognitives humaines et celles de l'intelligence artificielle, je pense que le résultat pourrait s'approcher de la perfection. Mais voilà, et on a effectué d'autres tests également sur la recherche. Rapidement, je voulais revenir sur un point sur l'hallucination. Il est vrai que l'IA a tendance à halluciner, donc à fournir des réponses qui sont erronées. Cela est dû au fait que le prompt, donc la demande qui est posée à ChatGPT, est mal constituée. Plus votre prompt est précis, plus vous savez ce que vous recherchez, mieux sera la réponse. Donc si la question est trop vague, trop bateau, il ne faut pas vous attendre à une réponse qui vous satisfait. Donc d'où l'intérêt que je parle en tant qu'étudiant. Quand j'utilise des IA de ce genre, je sais en amont ce que je recherche et je sais que la réponse, si la réponse face à moi est la fausse, j'arriverai à la repérer. Donc les biais de l'IA peuvent entraîner des conséquences majeures sur l'éducation si l'étudiant n'est pas convenablement formé à son usage. Alors, il n'est pas convenablement formé à son usage, il n'est pas convenablement formé tout court, parce que ce qu'on a bien vu avec les tests, c'est que si vous ne maîtrisez pas votre cours, vous ne promptez pas correctement de toute façon. Vous n'avez pas les bons mots, le bon vocabulaire, la bonne idée. Là, j'ai dit par exemple, mon épouse vient d'accoucher, je sais qu'elle a un amant. Si vous ne savez pas que ça signifie que peut-être la mère ne va pas indiquer le nom de son mari pour l'établissement de l'acte de naissance, vous n'arriverez pas, de toute façon, à la bonne réponse, en tout cas au bon raisonnement, entre guillemets, parce que vous n'arriverez pas à pousser l'IA pour arriver jusque-là. Et l'IA n'y arrive pas toute seule, si je puis dire, on peut peut-être en parler comme une personne, mais parce qu'elle n'a pas ce bon sens-là qui va lui faire, à ce stade en tout cas, qui va lui permettre de faire les liens et qui vous permet de deviner. On vous donne des petits indices comme ça dans les cas pratiques. Après, hop, normalement, si vous connaissez votre cours, si vous le maîtrisez, si vous l'avez compris, vous allez faire des liens qui vont vous amener au résultat attendu, ce qu'elle ne fait pas pour l'instant, en tout cas, ChatGPT, dans toutes les versions qu'on a testées. Vous savez, en fait, j'ai repris ce qu'on a fait tout à l'heure et je vais vous décevoir, mais on a eu l'illusion que plus on le poussait, plus on passait par effectivement la version qui est censée réfléchir, etc., meilleure c'était, et en fait non, pire c'est. J'ai regardé tout à l'heure de manière un peu plus précise et je me suis dit, voilà, si je devais mettre une note, en essayant d'être la plus objective possible, avec le premier test qu'on a fait, je mettais 7-8 pour un étudiant de première année sur 20. Avec la version, alors c'était laquelle après? Avec le prompt amélioré. Oui. Parce que vous avez aussi votre améliore de prompt, je passais à 5 sur 20. Et avec la version qui est censée réfléchir, à 3 sur 20.
En fait, c'est de pire en pire. Il enlève, parce qu'au départ, il a un bon début, on va dire un bon début de raisonnement, mais il ne va pas jusqu'au bout avec l'article 312 du Code civil, puis il commence avec 313 pour. Je ne vais pas me faire encore droit de la famille ici, mais voilà, il ne va pas jusqu'à 314, voilà, et après, finalement, il enlève la moitié. Enfin, donc vraiment, en tout cas, dans cette matière-là, en droit de la famille, en droit des personnes, c'est la même chose. C'est pas du tout satisfaisant, en tout cas pour un cas pratique et si vous ne maîtrisez pas votre cours. Ce qui m'avait interpellé aussi dans les tests qu'on avait faits, c'était les tests comprends ta jurisprudence, c'est ça, vous pouvez peut-être expliquer après, et trouve ta jurisprudence. Et donc, vous lui aviez demandé d'expliquer la Réménopium. Là, c'est beaucoup moins mon domaine, mais vous avez regardé faire. Et je vous avais dit, mais en fait, là, vous lui demandez donc quel est l'apport de la Réménopium. Parce qu'on vous demande souvent, nous, en tant qu'enseignants, dans le cas des TD notamment. Donc, vous avez une réponse, bonne ou mauvaise, je ne sais pas trop apprécier, mais au bout d'un moment, je vous ai dit, mais à votre avis, pourquoi un enseignant vous demande quel est l'apport d'un arrêt? Et je vous ai rappelé que c'était, finalement, quand on vous demande de faire une fiche d'arrêt, quand on vous demande de faire un commentaire d'arrêt, quand on vous demande quel est l'apport d'un arrêt, ce qu'on veut vous apprendre à faire, au final, c'est à comprendre une décision de justice rapidement, parce que dans votre pratique professionnelle, vous en aurez besoin. La comprendre, en tirer quelque chose, pouvoir en faire quelque chose dans votre pratique, etc. Si vous passez votre temps à demander à l'intelligence artificielle quel est l'apport de l'arrêt, est-ce que vous pensez que vous êtes en train d'apprendre à faire ça? Ah non, vous n'êtes pas en train d'apprendre à faire ça. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut que vous vous disiez quand même, je pense, c'est que c'est le processus qui compte plus que le résultat dans vos études. Et le processus, vous êtes en train de le laisser de côté, en ne vous occupant que du résultat. On s'en fiche, dans le cadre de vos études, du résultat. Pareil, le test sur trouve ta jurisprudence, donc c'est moi là qui vais poser la question. Je lui ai demandé de me trouver une jurisprudence récente sur la GPA faite à l'étranger, la gestation pour autrui faite à l'étranger. Pourquoi j'ai posé cette question-là? C'est parce que je savais qu'il y avait des arrêts récents. On a fait les tests en décembre, les arrêts étaient d'octobre-novembre. Les arrêts récents, alors que ChatGPT est allé chercher sur Légifrance, sur le site de la Cour de cassation et sur celui du Conseil d'État et de la CEDH, nous dit-il, il ne sortait que des arrêts de 2007, 2009, 2020. Et encore, j'ai remis de l'ordre, c'est pas dans cet ordre-là. J'ai dû le pousser pour voir s'il allait me sortir quand même des arrêts récents. Donc je lui ai dit, il me faut des arrêts de 2024 sur l'exécution des jugements étrangers GPA. Je veux donc vous dire qu'avant ça, il faut déjà savoir que les arrêts existent, qu'ils portent sur ce point-là en particulier, pas que sur la GPA de manière générale. Si je n'ai pas ces compétences et ces connaissances-là, je n'ai pas la réponse. Alors, il a fini par bien répondre, enfin bien, en tout cas, à sortir des arrêts. Je ne sais pas si l'analyse était très bonne. Donc voilà, attention. On a déjà tendance à dire que l'utilisation des téléphones, des réseaux sociaux, etc., fait baisser le QI. Je crains que l'utilisation abusive de l'intelligence artificielle dans le cadre de ces études, et alors que je ne suis pas du tout la plus réticente, vous l'avez bien compris, ça m'intéresse, c'est intéressant, je dis qu'il faut s'en emparer, mais voilà, faites attention parce que sinon je crains que vous deveniez moins intelligent. Alors, je vous remercie beaucoup pour ces précisions-là. J'aurais juste une question. Donc, suite à nos tests, une petite clarification. Donc, trouve ta JP, comprends ta JP et améliorateur de prompt, ce sont ce qu'on appelle des GPT custom. Ce sont des chats GPT qui ont un rôle bien spécifique que j'ai programmé, enfin qui est facilement programmable d'ailleurs. C'est drôle, je voulais dire que c'est drôle. Le style est très drôle. Alors, dans l'ordre, trouve ta JP va demander à ChatGPT d'aller recueillir toutes les informations et jurisprudences actuelles qu'ils ont sur des sites bien donnés, car comme on a parlé tout à l'heure de l'hallucination, si on demande à ChatGPT de nous donner une jurisprudence, la machine aura tendance à en créer une
site officiel et qui n'invente aucunement une jurisprudence qui n'existe pas afin d'éviter tout biais ou alors hallucination. Améliorateur de prompt, c'est uniquement un outil qui va vous permettre d'améliorer un prompt. Donc entre rédige-moi un contrat de location par exemple et ChatGPT va vous le rédiger. Ici l'améliorateur de prompt va juste préciser votre requête et détailler dans un très long paragraphe ce que vous recherchez en attribuant un rôle et un contexte à l'IA. Et enfin, comprendre la vidéo, c'est un peu ironique, c'était juste un ChatGPT qui vous expliquait un arrêt de façon très comique en quelque sorte pour nous aider à comprendre l'arrêt et comme si on était en train de discuter avec un collègue au bar et qui nous expliquait l'arrêt de façon moins formelle, je dirais. Donc je vous remercie pour cette précision. Je vais juste passer le micro donc, à Mathéo pour la deuxième partie. Moi, juste pardon, avant la deuxième partie, il y a un point sur lequel j'aimerais bien rebondir quand vous avez parlé de l'éthique et des professions du droit en rapport avec l'IA, parce que pour des éléments de contexte, en fait, il y a Clara Chapaz, qui est la ministre déléguée sur le numérique et l'intelligence artificielle, qui, en fin novembre 2024, le 26, avait, devant une commission au Sénat, évoqué, notamment sur ces problématiques d'IA et de profession du droit, qu'il fallait que la France soit acteur et que développe ces IA dans le domaine juridique. Et il y avait notamment l'association du barreau de Paris qui a fait un partenariat avec Dalloz pour mettre à disposition à environ 14 000 avocats une intelligence artificielle générative comme une sorte d'expérimentation et pour voir si cela avait des bienfaits. Et en fait, il y a surtout une volonté aussi de s'aligner sur le modèle des États-Unis, où aux États-Unis, l'IA rédige d'ores et déjà de nombreux actes juridiques. Et en France, on constate un retard, une réticence, et notamment sur ces problématiques qui sont liées à l'éthique, à la formation. Et moi, du coup, je me demandais quel était votre avis sur ces éléments-là et sur ces problématiques éthiques que cela peut poser. Alors, j'espère que vous ne me posez pas cette question. Non, parce que je n'ai pas encore bien creusé. Je pense qu'il faudrait inviter justement des avocats parisiens, parce que cette expérience-là me semble importante. Mais je pense que voilà, ça dépend toujours de l'usage que l'on en fait. Je comprendrais très bien que des avocats, comme d'autres professionnels du droit demain, cherchent à gagner du temps de cette manière. Et si on peut déléguer certaines tâches à l'IA, pourquoi pas, mais avec toujours voilà, cette idée de attention aux données, notamment. Mais en fait, je vais te laisser répondre, Tristan, tu as... Merci de passer. Merci de m'enfiler le bébé. Alors, j'ai eu connaissance de cette expérimentation. Alors, c'est d'abord d'après ce que j'ai montré, une expérimentation qui a une vocation sociale, parce que tout le monde ne peut pas se payer des outils, un accès à des bases de données jurisprudentielles. Vraiment, j'utilise l'IA comme doctrine, par exemple. Dans mon cabinet, j'utilise doctrine, j'ai la chance de pouvoir l'utiliser, mais c'est vrai que tout le monde ne peut pas prendre en charge ces frais qui sont assez importants. Alors, quelles sont les problématiques liées à l'utilisation de ce type d'outils dans la pratique d'un avocat? Je dirais, tu l'as évoqué, Carole, la question des données, c'est-à-dire qu'il faut faire très attention lorsqu'on utilise ce type d'outils à la confidentialité qui est absolue. L'avocat est tenu par un secret qui est absolu, dont il ne peut pas être déchargé par son client. Le client lui-même ne peut pas le décharger de son secret, c'est un secret qui est sanctionné pénalement. Et donc on ne peut pas, je dirais, concevoir que les données relatives à un client se baladent sur un serveur dont on n'a pas connaissance du caractère sécurisé, pas connaissance de la localisation. Donc c'est un premier sujet. Un deuxième sujet éthique, qui est en réalité un sujet de responsabilité. Je ne suis pas sûr que... Alors, oui, certes, on peut gagner du temps avec cet outil-là. Moi, dans mon cabinet, j'utilise l'intelligence artificielle pour les comptes rendus de réunion, par exemple. Vous voyez, valeur ajoutée zéro, enfin, ce qu'on demandait avant à un stagiaire, on demande aujourd'hui à ce petit outil de l'intelligence artificielle qui
s'appelle Notae d'ailleurs. Donc c'est un outil qui est basé en France, donc contrôle de réunion, c'est très simple, elle doit rajouter par exemple, la rédaction des actes, la rédaction de conclusions, des contrats, les consultations. Là pour le coup, le sujet éthique, il est plus un sujet, bon d'abord de mérite intellectuel, tu l'as évoqué Carole très bien, je pense qu'effectivement on a quand même la fierté de se dire que le travail que l'on fait, c'est nous qui l'avons fait et pas quelqu'un d'autre, même si on ne peut pas personnifier bien, mais il y a aussi un sujet d'éthique à l'égard du client, enfin l'éthique est toujours à l'égard d'autrui, mais à l'égard du client, c'est-à-dire qu'on doit au client, à mon avis, notre expertise, la meilleure expertise qu'on peut avoir, et si le client vient nous voir, il vient nous voir nous, pas parce qu'on fait appel à un outil artificiel. On peut être bien plus productif, et peut-être que le client viendra nous voir pour ça, mais il vient nous voir pour avoir notre vision des choses. Une consultation, c'est toujours subjectif, il y a toujours une appréciation des risques, toujours, je dirais, on met toujours un peu de soi dans un acte juridique, hein. On est auteur au sens de la propriété artistique. Donc il y a toujours une part de nous dans un acte juridique, dans une plaidoirie, n'en parlons pas. Et donc je crois qu'il est surtout là ce sujet d'éthique, c'est-à-dire que si on réduit l'avocat, à mon avis, un simple juriste qui fait travailler une machine à sa place, je pense qu'on vide un peu la profession d'avocat de sa substance. C'est un peu comme lorsque demain on ira voir un médecin qui ne nous fera un diagnostic informatisé, qui nous annoncera qu'on a une maladie grave parce qu'il le voit marqué sur son écran, que l'écran concernera un traitement, que le médecin va. Toutes ces professions libérales, je trouve, doivent garder un degré incompressible d'humanité. On ne peut pas tout mécaniser, c'est le grand fantasme du capitalisme du XXIe siècle. On va remplacer les bras par des machines, on va remplacer les cerveaux par d'autres machines. Bon. Et je crois que les professions libérales, les professions intellectuelles, elles doivent conserver un degré incompressible d'humanité. Donc il faut, je pense, regarder ces outils plus comme le moyen de faire des gains de productivité sur des tâches à faible valeur ajoutée, qui ne font pas appel à notre subjectivité. En réalité, créer un index, trouver plus facilement dans nos dossiers des informations, essayer de retrouver par exemple un contrat de cession d'action qu'on a rédigé il y a 2 ans dans lequel il y avait une clause, je me souviens, hyper intéressante, mais je ne la retrouve plus, donc peut-être que mon outil d'IA va m'aider à retrouver cette fameuse clause, compte rendu de réunion, mais pour ce qui relève de la subjectivité de la profession, je pense qu'il faut conserver nos cerveaux organiques. Voilà. Je vais dans ce sens. Oui, bien sûr, je pense qu'un client il préférera toujours s'adresser à un humain d'une certaine manière. Et aussi, il y a un aspect social, je pense, dans la notion de conseil et de rendez-vous, et que parfois, je pense qu'il y a certains clients qui veulent être rassurés aussi. Du coup, pour finir... Je me permets juste de rebondir, parce que tu as évoqué les stages, et je pensais un petit peu en parler. Les stagiaires. Ça, c'est une question. Deux aspects, à mon avis, importants pour vous, étudiants amenés à faire des stages. Le premier, c'est alors, attention, lorsque vous êtes en stage, justement, par exemple, dans des cabinets d'avocats, à ne pas utiliser l'IA et n'importe quelle IA sans l'accord de votre maître de stage. Ce serait une faute très grave, surtout si en plus vous... Enfin, il ne faut évidemment pas mettre de données. Enfin, voilà. Donc il y a vraiment une vigilance sur ce point. On sait que vous utilisez très facilement, quotidiennement, ChatGPT ou autre. Attention dans le cadre de vos stages. D'ailleurs, je pense qu'on va insérer une clause dans nos conventions de stage. Deuxième aspect sur les stages, alors la question qu'on peut se poser, et l'un des rapports qui a été remis récemment au Sénat pose la question de savoir quelles sont les tâches qui vont désormais être données aux stagiaires, sachant qu'on pourrait peut-être pour certaines d'entre elles les donner à l'IA. Mais moi ça ne m'inquiète pas parce que je me dis que finalement justement si on ne vous donne plus ces tâches pas forcément qui peuvent être formatrices mais pas forcément très intéressantes pour vous, on vous en donnera d'autres plus intéressantes. En fait, c'est toujours l'idée que j'ai le sentiment que tout cela va vous faire monter en compétences, finalement. Et tant mieux, on ira vers des choses plus intéressantes pour tout le monde, à condition de faire ce qu'il faut, de travailler, d'avoir conscience de tout cela. Merci. Du coup, la dernière question, c'est comment la faculté et ses enseignants pensent-ils les évaluations à l'ère de l'IA, avec du coup toutes les problématiques qu'on a évoquées tout à l'heure. Alors,
réponse n'est pas simple. Et finalement, il est moins facile pour moi de répondre à cette question qu'à la première. Nous sommes en ce moment même confrontés à un certain nombre de questions autour de ce sujet des évaluations et de la question de la fraude. Est-ce qu'utiliser l'IA, c'est fraude? Alors, je peux vous parler du cadre que nous avons mis en place à la faculté de droit. Et je constate que finalement, il me semblait qu'on avait mis un peu de temps à le poser. Alors, il est bien sûr amené à évoluer, hein, c'est ce qu'on a fait pour cette année, il évoluera certainement. Mais je me rends compte qu'on n'est finalement pas très en retard par rapport à d'autres et qu'on a au moins ce cadre-là qui vaut ce qu'il vaut, mais il existe. Alors, ce cadre, il se retrouve dans le règlement des travaux dirigés, dans la procédure disciplinaire de notre règlement de scolarité et dans les recommandations qui sont faites à nos enseignants dans ce qu'on appelle la charte des enseignants. Dans le règlement des TD, vous savez, normalement, nous avons indiqué, alors il y avait déjà une mention relative au plagiat et on a ajouté que le fait de copier intégralement ou partiellement une solution proposée par une intelligence artificielle générative, lorsque son utilisation n'est pas expressément autorisée, constitue une fraude. Dans notre règlement de scolarité, c'est un peu la même idée, le fait de copier intégralement ou partiellement une solution proposée par une IA générative lorsque son utilisation n'est pas expressément autorisée constitue également une fraude. Lorsque son utilisation est autorisée, l'identité de l'IA utilisée doit par principe être mentionnée. Et nous précisons aussi que nous avons un outil informatique de détection du plagiat et d'usage d'une intelligence artificielle générative et que nous réservons la possibilité d'y avoir recours en cas de suspicion de fraude. Ceci étant dit, l'idée n'est pas d'interdire l'utilisation de l'IA par les étudiants, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait que vous appreniez à vous en servir. Donc ce n'est pas l'idée. Mais il y a des limites. Alors, vous allez mieux comprendre, je pense, l'esprit avec les recommandations que nous faisons à nos enseignants. On indique à nos enseignants que l'interdiction systématique de l'usage de l'IA par les étudiants n'est ni souhaitable ni réaliste. Et que sans promouvoir l'utilisation de l'IA, il est toutefois nécessaire d'accompagner nos étudiants afin qu'ils apprennent à l'utiliser de manière intelligente et pertinente, avec esprit critique et en ayant conscience de ses dangers et limites. Ensuite, nous distinguons les devoirs qui sont faits à la maison, qui ne sont pas des examens, qui sont des devoirs comme vous avez l'habitude de rendre en télé, commentaires d'arrêt, cas pratique, dissertation, etc., et les examens. Je rappelle que les ordinateurs, par principe, sont interdits chez nous en travaux dirigés, sont interdits pour la restitution des devoirs, qui doivent être des devoirs manuscrits, et par principe aussi en examen. Sauf pour les étudiants qui ont des aménagements. Alors, pour les devoirs à la maison, l'idée, alors certaines écoles, Sciences Po, vous m'avez dit notamment, auraient interdit il n'y aurait plus de devoirs à la maison, c'est pas du tout notre souhait. Il faut que vous travailliez à la maison, il faut que vous fassiez des commentaires d'arrêt, des dissertations, des cas pratiques à la maison parce qu'il faut y passer du temps. Et c'est normal parfois de passer 10 heures sur un commentaire d'arrêt. C'est aussi comme ça que l'on apprend et on ne peut surtout pas vous priver de cet apprentissage. On ne pourra jamais vous mettre dans une salle pendant 10 heures sans ordinateur pour être sûr que vous n'utilisez pas l'IA. Donc ce temps-là nous paraît important et on ne supprimera pas à ce stade les travaux à la maison, nous les maintenons, au moins partiellement. Nous n'interdisons pas, après chaque enseignant fait ce qu'il veut et vous donne les consignes qu'il estime être les bonnes. Mais par principe, nous n'interdisons pas l'utilisation de l'IA à la maison, mais nous demandons à nos étudiants, à nos enseignants, de tenir compte dans l'élaboration des sujets du fait que vous allez certainement être amené et être tenté par l'utilisation de l'IA. Donc on dit aux enseignants, attention, il faut y penser au moment où vous élaborez le sujet. Peut-être qu'il faut que vos sujets soient un peu moins classiques, tournés un peu différemment, etc. Et encore une fois, on dit aussi que ce qui compte, surtout, c'est le processus et pas seulement le résultat. On dit aussi à nos enseignants de sensibiliser les étudiants au fait que tout travail réalisé doit être personnel dans le cadre universitaire. Vous êtes responsable des
travaux que vous rendez. Vous en êtes l'auteur, vous êtes censé en être l'auteur, donc que vous utilisiez l'IA comme un assistant, un outil, etc. et encore, vous ne peut-être pas y passer trop de temps, pourquoi pas, mais vous devez procéder aux vérifications nécessaires. Vous êtes responsable de ces vérifications. Devant un conseil de discipline, c'est pas ChatGPT qui sera à votre place. Voilà. Pour les examens. Alors pour les examens, c'est un peu différent de manière générale. Et d'ailleurs, cela vaut indépendamment des questions liées à l'usage de l'IA. Nous demandons à nos enseignants d'éviter autant que possible les examens à la maison, en particulier pour les diplômes d'État, licence, master. Il faut à tout le moins éviter, dit-on, de soumettre des examens à la maison en interdisant tout simplement l'usage de l'IA et sans adapter les sujets, sans adapter les attentes. Nous suggérons de prévoir à minima un oral pour compléter l'écrit qui serait éventuellement rendu dans ce cadre-là, pour tester le travail et la compréhension réelle de l'étudiant. Et nous nous réservons la possibilité de refaire faire le travail en cas de doute sérieux, sachant que nous avons un outil de détection dans compilation qui nous donne une probabilité d'utilisation de l'IA quand on a 70 à 80% de probabilité. Voilà. On va procéder à des vérifications, mais un conseil de discipline est envisageable. Donc l'idée, voilà, c'est toujours de toute façon de l'utiliser. Alors, on n'est pas du tout obligé de l'utiliser, hein, il y a quand même beaucoup de perte de temps avec cette utilisation-là. Si vous le faites, faites-le de manière, encore une fois, intelligente. Faites-vous confiance, parce que franchement, la plupart du temps, à ce stade, et en tout cas dans les matières que je connais, vous êtes meilleur. On a fait le test ensemble, vous vous souvenez des En fait, c'était lorsqu'on était en première année de droit, au second semestre dans le cours de droit de la famille. Madame Petit avait posé une question à la fin du cours à ChatGPT. Et en fait, au final, ce qui s'était passé, la question était simplement sur l'établissement d'un lien de filiation, donc les modalités, quel est le lien de filiation qui va s'établir. Et en fait, de façon complètement aléatoire et assez étonnante, ChatGPT va en fait évoquer à la personne qui pose la question sur comment établir le lien de filiation et quelle est sa nature. Il va dire, mais au fait, vous avez la possibilité de contester le lien de filiation de votre propre fils. Ce qui, au-delà de n'avoir aucun sens, pose de vraies questions sur l'influence que peut avoir une réponse sur un individu. Voilà, c'est ce qu'on appelle les biais. Dans les tests que l'on a fait ensemble, on retrouve ce même biais. Il suggère systématiquement la contestation de la paternité, alors que ce n'est pas la question qui lui est posée. Donc là, c'est assez visible quand on connaît la matière, parce que la question n'est pas très complexe, mais imaginez tous les biais que vous ne percevez pas, en fait, hein, et qui sont à l'insu. Voilà, et puis ce qu'on avait aussi constaté ensemble lors de cette expérience, c'est que vous étiez tout à fait capables, les étudiants, à la fin d'un semestre de droit de la famille, d'apprécier la recommandation qui était faite par l'IA et de la corriger. Donc en fait, vous étiez bien meilleurs. Et voilà, donc faites-vous confiance si vous travaillez aussi, faites-vous confiance. J'ai juste un élément. Merci beaucoup. J'avais juste un élément à donner sur l'utilisation de ChatGPT et sur les examens. En fait, la question d'utilisation de ChatGPT avec les examens, elle est aussi à corréler avec ce qui est demandé in fine dans les examens et concours, en fait, qui, eux, par contre, n'utilisent pas du tout ChatGPT, quoi, en fait. Donc, ça veut dire que sur le principe, oui, il faut travailler avec cet outil-là ou apprendre à le comprendre et y développer véritablement un esprit critique, ça c'est certain. Mais pour le moment, en tout cas, à ma connaissance, les examens et les concours n'ont pas bougé d'un iota depuis l'existence de ChatGPT. Et merci bien pour ces éléments. Et effectivement, je pense que ce que peut constater, c'est qu'il y a aussi une volonté générale des pouvoirs publics de plus en plus prendre en compte ces éléments-là. Même si évidemment sur les concours, je pense que les choses n'ont pas évolué.
parce qu'au-delà de la ministre déléguée qui est Clara Chapaz et notamment François Bayrou dans son discours politique général qui a mentionné directement l'IA en disant que l'IA serait déployée dans l'administration, ce qui est déjà fait, mais à renforcer le déploiement pour une logique de rationalisation. Et il y a aussi, dans le domaine de la pédagogie et de l'enseignement supérieur, il y a l'ancien ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'éducation nationale, Patrick Hetzel, avant qu'il soit renversé. Et exactement, avant d'être renversé par la motion de censure, et maintenant que ce soit Elisabeth Borne, c'est un petit peu compliqué à suivre. Il avait lancé une étude le 4 décembre 2024 sur l'analyse au sein de l'enseignement supérieur de ces impacts de l'IA sur les méthodes d'enseignement, sur le besoin de formation des enseignants mais aussi des étudiants, les modalités d'évaluation et le cadre éthique. Donc évidemment cette étude n'est toujours pas sortie, mais on voit qu'il y a une vraie volonté d'avancer, rattraper ce retard et prendre en compte ces éléments-là. Alors il y a effectivement tout ce que vous dites est tout à fait juste et on n'a pas de cadre pour l'instant pour l'enseignement supérieur. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'est compliqué parce qu'il faudra un cadre, mais qui soit pensé de manière peut-être un petit peu différente en fonction des disciplines. Le cadre pour le droit serait certainement pas le même que pour les sciences dures, donc ça me paraît assez complexe. En revanche, nous disposons d'un rapport d'information du Sénat en date du 18 décembre dernier, 18 décembre 2004, sur l'IA et les professions du droit, avec une partie sur la formation des professionnels du droit, qui est intéressante et qui est assez rassurante pour nous, parce que le discours que l'on tient, le cadre que l'on a pour l'instant mis en place est assez cohérent par rapport à ce que l'on trouve dans ce rapport-là. Et il y a aussi un rapport sur l'IA et l'avenir du service public avec une thématique sur IA et éducation. Alors on parle plutôt de l'éducation collège, lycée, mais il y a vraiment des choses à prendre. Et d'ailleurs, l'éducation nationale n'est pas du tout en retard. Elle fait vraiment des choses intéressantes sur ces questions. Chaque année, moi, je me rends sur le salon Educatech à Paris, alors qu'il fait pour nous vendre des choses aussi. Hein, mais il y a aussi des intervenants du ministère de l'Éducation nationale. Et vraiment, je trouve que les choses sont pensées et plutôt bien pensées, mais c'est vrai que pour l'enseignement supérieur, c'est un peu différent. Alors, oui, effectivement, le retard qui est sous-entendu est actuellement pas vrai, parce que la France, à l'échelle européenne en tout cas, est très en avance. Elle va d'ailleurs accueillir le sommet de l'intelligence artificielle prochainement, donc présidé par Madame Clara Chavaz. Et nous avons vu actuellement d'autres. Comment dire Albert est une intelligence artificielle souveraine à la France qui a pour objectif d'améliorer la productivité des services publics. Et Albert a ce mois-ci est rentré donc dans les bureaux de la Cour d'appel de Paris. Et donc la Cour d'appel de Paris utilise Albert pour l'instant juste en phase de préparation et de test pour voir si effectivement elle sera en mesure d'améliorer la productivité de la Cour d'appel en effectuant des tâches qui sont répétitives et assez simples, je dirais. Monsieur Tristan, je ne sais pas, Monsieur Tristan Gérard, je ne sais pas si vous avez quelques points sur l'enseignement, en tant qu'enseignement, sur l'aspect pédagogique. Non, moi, je suis complètement aligné avec la politique qui est mise en place au niveau de l'UPI, la réflexion que mène Carole au sein de la faculté. Je crois que, comme l'a très bien dit Marie également, de toute façon, on en revient toujours à une question d'évaluation. C'est-à-dire que si nous ne sommes pas en mesure de vérifier que chacun et chacune ici, dans nos amphithéâtres, répond à nos attentes humainement, eh bien, ça se passera mal. Voilà. Et donc, on aura nécessairement une décorrélation entre la productivité des étudiants dans leur apprentissage à la maison et les performances qui seront lors des examens ou lors des concours ou plus tard lors de leur pratique professionnelle. Un simple point sur la Cour d'appel de Paris, moi je suis très heureux pour la Cour d'appel de Paris s'équipe, et je vois que toutes les juridictions en France s'équipent de ces outils-là, surtout s'ils sont souverains. Effectivement, ça va permettre d'améliorer très grandement la productivité des juridictions. Alors, il y a un autre sujet qui est le recrutement des magistrats. Pour vous donner un exemple très précis, j'ai dans ma pratique eu l'occasion, je suis donc à une procédure dans le Cour d'appel de Paris
pour ces 2500 personnes, parce que les outils informatiques utilisés par le greffe de la Cour d'appel de Paris ne permettaient pas de saisir plus de 500 personnes à la fois, ce qui nous a fait, dans des surfroids, nous regarde des délais pour en faire jeter appel à 1 mois à compter les indications du jugement. Donc, si vous voulez, je suis très content que la Cour d'appel s'équipe. Voilà, comme le dit Carole, on est vraiment, je pense, ouvert à ces outils-là. Il faut simplement bien les utiliser et se doter de règles, enfin, d'un cadre pour leur utilisation. Mais globalement, je pense qu'il faut accueillir cette technologie dans l'enseignement supérieur comme dans l'administration en général. Je pense que ça peut nous être très utile. Il faut simplement qu'on ait des réflexions comme celle qu'on a eues ce soir et qui, à mon avis, étaient très éclairantes. Est-ce que vous auriez une IA française à conseiller aux étudiants? Tout dépend de l'utilisation, honnêtement, mais je sais qu'il y a Ordalie qui est une IA qui a été développée par Léa Fleury, et c'est une IA française juridique, donc spécialisée dans le droit. Cette IA-là a été entraînée uniquement et principalement par des sources officielles, donc il n'y aura pas forcément d'hallucination suite à la demande, par exemple, d'une jurisprudence ou d'une clarification, étant donné qu'elle sera continuellement actualisée en fonction des nouvelles jurisprudences et des nouvelles doctrines, des nouvelles législations qui sont en vigueur en France. Donc, au lieu de ChatGPT, je conseillerais fortement Ordalie, d'un point de vue précision et qualité de réponse. Qui est gratuit. Qui est pas gratuit, parce que c'est une start-up qui est en pleine évolution, donc a besoin de subventions, mais qui cependant prévoit 10 messages, 10 conversations par semaine, qui selon moi est plutôt correct et pleinement suffisant pour certaines recherches. ChatGPT, bien évidemment, est une IA assez générale qui est entraînée avec énormément de données et qui peut potentiellement constituer pas mal de biais dans les réponses. Et il faut utiliser ça avec beaucoup de précision et considérer les réponses avec beaucoup de clarté et, comme vous avez évoqué, d'un aspect critique qui est très important. Il va se dire, bien évidemment, si vous avez des questions à poser à nos intervenants, et qu'on essaiera bien évidemment de répondre. Je précise également qu'on aura un petit moment de convivialité dehors avec des choses à manger et à boire. Donc j'espère que vous y assisterez. Question? Oui. Oui, c'était plutôt une remarque qui en est ensuite entraîné une question pour vous, monsieur Gérard Guémard, puisque vous disiez que si l'on voulait des champions nationaux, on devait se libérer de certains traités. Je pense notamment à ceux de l'Union européenne, et on voit aujourd'hui un certain courant de pensée venant dire pourquoi la politique française, et notamment celle d'Emmanuel Macron, elle vient de Bruxelles, elle vient d'Ursula von der Leyen notamment. C'est beaucoup dit dans les médias, notamment par Michel Onfray, sur Europe 1 notamment, et en fait, pour beaucoup, l'unicité européenne, elle est plus importante que la force nationale, notamment aussi pour Emmanuel Macron, qui fait de l'Europe un axe majeur de son programme, sans doute par peur des mégapuissances. Et s'il y a aujourd'hui indéniablement un outil qui permet la productivité, la recherche et l'innovation, et la France là-dessus, elle a des atouts qu'elle pourrait faire jouer, mais on bute sur un problème que la Chine ou les USA n'ont pas, à savoir un investissement, je pense. Et il faudrait que la France investisse. Je ne pense pas que ça fasse partie du projet de loi de finances de M. Bayrou, l'investissement dans l'IA. Et ça empêche l'émancipation, je dirais, étatique. Et on voit bien d'ailleurs aux USA, puisque Elon Musk parle de méga, Make Europe Great Again, et en fait, comme si l'UE était un pays à part entière, et qu'on ne considérait plus les États qui faisaient la force de l'UE auparavant. Donc en fait la question c'est, est-ce que la France elle est condamnée aujourd'hui à évoluer dans l'ombre de l'UE parce qu'elle n'est plus possible d'être concurrentielle, et au-delà des grosses entreprises, est-ce que finalement ce n'est pas l'UE qui est véritablement anticoncurrentielle pour la France et pour le monde plus globalement? Alors, merci pour cette question. Là encore, c'est une question qui est politique, et votre question l'est, ma réponse le sera également. Donc, encore une fois, je ne vous fais qu'apporter ma vision des choses. Je pense que, effectivement, nous sommes dans un cadre qui parfois peut être neutralisant, peu importe, pour certaines initiatives. Voilà. Il y a deux choses dans votre question. Il y a effectivement le cadre européen, la place du cadre européen dans le droit national, et ensuite le caractère constricteur
secteurs, quels sont de ce cadre européen. Ce qui est sûr, les statistiques le montrent, je regarde encore ce matin des statistiques sur la place du droit européen dans le droit national, c'est très important. La majeure partie des normes adoptées par le gouvernement en France sont d'origine européenne. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais ça prouve une place très éminente du droit européen dans notre système, dans notre droit national. Dans cette proportion de règles d'origine supranationale, il y a des règles effectivement qui peuvent nous empêcher, soit nationalement, soit collectivement, un certain nombre d'initiatives. Alors, il y a le fameux droit des aides d'État dont je parlais tout à l'heure, c'est dans un traité. Donc, pour modifier un traité, il faut l'unanimité des États, à ma connaissance. Puisque c'est la règle d'or du droit international, chaque État étant souverain, on peut lui imposer, comme en matière contractuelle, d'ailleurs, c'est intéressant, une quelconque modification qu'il n'aurait pas souhaité. Donc il faudrait effectivement modifier ce cadre-là si on voulait aller dans ce sens-là. Il faudrait que dans un cadre démocratique, on décide tous ensemble d'aller dans ce sens-là. Mais il y a aussi des règles qui sont issues de traités internationaux qui n'ont rien à voir avec l'Union européenne. Que nécessairement, si nous nous plaçons dans une situation de faveur pour certains acteurs nationaux ou européens, on va nécessairement défavoriser des acteurs étrangers que l'on s'est engagé à traiter de façon équitable dans le cadre de traités de libre-échange. Par exemple, on parle beaucoup du Mercosur, l'accord de libre-échange signé par effectivement le président de l'Union européenne entre le Mercosur et l'Union européenne. Donc il n'y a pas que l'Union européenne, je dirais. De Gaulle, il ne faut pas sauter sur sa chaise comme un cabri en criant l'Europe, l'Europe, l'Europe. Quand il faut expliquer les mots que l'on dénonce, il y a aussi d'autres règles internationales qui ne se résument pas, je dirais, au pouvoir qui est exercé à Bruxelles. Donc on a aussi tout un tas de traités internationaux qui nécessairement sont des contraintes, tant pour l'Union européenne en tant que personne morale que les États, qui nécessairement vont empêcher de favoriser des champions nationaux. Après, comme vous l'avez dit, on a peut-être d'autres atouts. Peut-être qu'en matière d'intelligence artificielle, on pourra accepter, mais il faudrait qu'il y ait un débat démocratique sur ce sujet. Et là, si on pose la question que la loi de finances ne soit pas l'occasion de ce débat, ou que les élections européennes ne soient pas l'occasion de ce débat, ou que les élections présidentielles ne soient pas l'occasion de ce débat, mais il faut avoir ce débat pour se dire, est-ce que, effectivement, collectivement, on a envie d'être, nous aussi, les champions de l'IA, ou est-ce qu'on a envie d'être plutôt des utilisateurs d'IA qui viennent d'ailleurs, et est-ce qu'on ne mettrait pas le paquet sur d'autres choses, si vous voulez. Mais disons que ce qui compte, c'est d'avoir une vision, de savoir où on veut aller, et ensuite de se doter des moyens pour aboutir aux résultats que l'on convoite. J'espère ne pas avoir fait une réponse de Normand, ni chèvre ni chou, mais ce sont des questions qui sont très polémiques, et voilà. Je ne vais pas non plus ajouter de la polémique au débat. Alors oui, effectivement, on observe ce frein de l'avancée technologique d'intelligence artificielle en Europe, car la question fondamentalement est comment concilier innovation et sécurité juridique. On a eu l'exemple avec Internet. L'avènement d'Internet était principalement suivi par les Américains. L'Europe a décidé, en tout cas, de favoriser la régulation et la sécurité. Est-ce que ça sera le même scénario face à l'IA? Est-ce qu'on est véritablement dans la course de l'IA face aux États-Unis, aux pays asiatiques? Donc, quelle serait au final la limite de cette vigilance et de toutes ces régulations qui seraient au détriment donc, de l'innovation? Mais ça, c'est-à-dire que cette question qui est très, très intéressante, on se la pose finalement à tous les échelons. Lorsqu'on se compare à nos voisins européens et internationaux, on se demande toujours si on n'est pas les empêcheurs de tourner en rond, y compris en matière écologique. Donald Trump vient de dénoncer les accords de Paris, il vient de faire sortir les accords de Paris. Donc on a aussi cette question en matière écologique, en matière sociale, y compris en matière d'innovation. C'est-à-dire que si on est effectivement du côté de la sécurité, du côté de la régulation, du côté de l'humain, plutôt du côté de l'être, plutôt du côté de l'avoir, pour le dire un peu ainsi, nécessairement on se place dans une situation d'infériorité, dans une compétition internationale qui n'est pas caractérisée par des règles du jeu égales pour tous. Et surtout, nécessairement, en voulant réguler, on peut effectivement brider
un certain nombre d'acteurs, on peut interdire certains usages. Peut-être qu'aujourd'hui, ce que le règlement européen sur l'intelligence artificielle considère comme étant des usages à haut risque, des usages interdits, ne sont pas interdits de l'autre côté de la planète, et donc permettent à certains États d'avoir des usages que nous interdisons d'avoir, ce qui est une bonne chose, mais qui du coup de fait les place dans une situation d'être comparativement avantagés. On est théorie économique, encore une fois, c'est cette théorie d'avantage comparatif, c'est-à-dire que voilà, dès lors qu'on ne respecte pas la même loi que son voisin, on se place dans une situation de supériorité. Et là encore, il faut qu'on ait ce débat, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse collectivement se dire, nous renonçons à avoir la première place ou la deuxième place dans ce débat d'intelligence artificielle pour avoir la première ou la deuxième place dans un autre domaine. Nécessairement, lorsqu'on met le curseur du côté de la régulation, de la protection, de l'éthique, etc., on est dans une perspective constrictrice. Mais ce n'est pas forcément un désavantage. C'est ce que vous voudrez nous faire croire, je pense, en classant les ordres juridiques. Tous les ans, la Banque mondiale, vous savez, classe, fait ça dans un rapport Doing Business, qui classe les États, les législations des États en fonction de leur attractivité d'un point de vue économique. Mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga d'une réglementation. Le droit n'a jamais été créé pour être efficace d'un point de vue économique. On n'a jamais créé du droit pour être efficace. Dire cela à un prêteur romain, ce serait une ineptie. Voilà. Donc, le code d'Hammurabi, le premier des codes, n'avait aucune visée d'efficacité économique. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'on en a un peu réduit à ces raisonnements-là. Il faut être les meilleurs, il faut être les champions, il faut être les plus efficaces, il faut être les plus business-friendly, etc. Oui, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga d'une législation. Voilà. Et sur le vieux continent, on en sait quelque chose. Voilà. Nous, on est le continent de l'histoire de l'indignité humaine. Voilà. On a connu véritablement l'indignité humaine dans notre histoire et sur notre vieux continent. Et donc, on a peut-être aussi de la légitimité pour dire, écoutez, on ne va pas remplacer les cerveaux organiques par des cerveaux informatiques. On a déjà essayé de nier la dimension humaine de certaines populations dans notre histoire. Ça aboutit généralement à des désastres, si vous voulez. Donc, on a aussi de quoi se battre sur le plan des idées et aussi sur le plan économique, parce que si on n'est pas champion en IA, on sera peut-être champion pour d'autres sujets, en médecine, pour certaines maladies. Enfin, vous voyez, donc, mais en tout cas, il faut qu'on ait ce débat-là, je pense, à une échelle beaucoup plus vaste pour qu'on puisse décider ensemble. Moi, j'insiste beaucoup sur ça, c'est pour ça que c'est très bien qu'on soit déjà dans ce petit cadre, ça permettra d'élargir dans ce pourquoi, mais il faut qu'on y réfléchisse ensemble, à mon avis. Moi, je trouve quand même. Oui, je souscris pleinement à ce que tu viens de dire, en particulier dans ces dernières phrases, et je te remercie d'attirer l'attention des étudiants sur ces enjeux majeurs. Je pense, alors là on en a peut-être moins entendu parler, mais il me semble que le patron de Free, Xavier fait en sorte de développer une IA française en mettant des moyens, en faisant des choix, peut-être un peu plus près, parce que pour le coup, s'il y a une entreprise qui a le moyen de faire quelque chose et de devenir une petite championne, c'est peut-être ici. Alors oui, ça serait très intéressant si ce projet aboutit. Cependant, la question est de savoir si avoir une IA qui est à la même échelle que les IA concurrentes dans le continent américain, devrait-elle être sous le contrôle d'une entreprise privée ou alors être souveraine et être donc sous le contrôle de l'État pour donc préserver et être en conformité avec non seulement le RGPD et les législations liées à Acte qui donc protègent nos données personnelles. Donc voilà, la question se pose sur la souveraineté de l'IA et à qui jouera en marionnette au final. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Oui. Moi j'ai une question concernant la rentabilité du domaine de l'IA et notamment au niveau concurrentiel. Est-ce qu'il y a un petit nombre d'acteurs du fait que c'est un domaine qui sollicite beaucoup de ressources, comme vous avez pu le dire, mais également est-ce que par exemple des GAFAM
les GAFAM, quand elles investissent dans l'IA, elles le font à perte, ou pour des petites startups, elles le font, on va dire, sur le dos d'investisseurs qui d'un point de vue un peu spéculatif, enfin, c'est ce que j'ai du mal à cerner avec ce domaine. Ça a l'air quand même très demandeur, et je ne sais pas où est tiré le bénéfice, surtout par exemple avec des intelligences comme ChatGPT qui ont quand même une énorme partie gratuite. Et finalement, quand on recouvre les frais, par exemple, de petits abonnements à 10 € par mois, ça paraît peu probable qu'ils tirent un bénéfice de ça. Merci pour cette question. Alors, je n'ai pas consulté les comptes d'Amazon, Google ou Microsoft, donc je ne fais que des suppositions. Quel est l'intérêt pour Meta de mettre plusieurs milliards d'euros sur la table juste pour acheter des microprocesseurs? Bon, je ne doute pas que Mark Zuckerberg et ses conseils ont trouvé une justification très rationnelle à cet investissement. Je suis pas sûr que ce soit par plaisir de dépenser un argent qu'ils n'ont pas forcément, qu'ils ont peut-être emprunté sur les marchés financiers ou auprès des établissements bancaires. Mais la rentabilité est très simple d'un premier abord à concevoir, à mon avis. C'est que, en réalité, il se crée ce qu'on appelle des boucles de rétroaction positives, c'est-à-dire ce qu'on appelle des effets de réseau. En fait, nous sommes en présence de marchés que les économistes appellent des marchés bifaces, c'est-à-dire que plus un marché, un versant, c'est d'ailleurs ce qui expliquait que Jean Tirole, notre prix Nobel d'économie, et son prix Nobel d'économie, professeur à l'université de Toulouse, de l'école de commerce toulousaine, elle a fait sa thèse toute sa carrière sur les marchés bifaces. Ce sont des marchés qui ont deux versants. Lorsque un versant est actif, l'autre versant est lui aussi particulièrement actif. Je prenais l'exemple de Google tout à l'heure. Plus vous faites des recherches sur Google Search, plus il y a de monde qui cherche des informations sur Google Search, le moteur de recherche Google, plus il y a de monde qui va voir les publicités proposées par Google Ads. Vous voyez que vous avez deux marchés bifaces. Alors vous avez un marché biface, un marché qui a un versant recherche et un versant publicité connectée à cette recherche. Donc plus vous alimentez l'un, plus vous alimentez l'autre en quelque sorte. C'est exactement ce qui explique les investissements réalisés par les GAFA. C'est-à-dire que si vous êtes un acteur du cloud, par exemple, et que vous savez que pour développer un modèle d'IA, il faut du cloud, ben vous allez vous mettre aussi, vous allez alimenter bien sûr, vous allez soutenir votre marché cloud, c'est-à-dire ce qui est justifié, votre activité cloud, ce qui est justifié qu'en France on se dote d'une loi de sécurisation de l'espace numérique qui vise à encadrer certaines pratiques d'entreprises qui gèrent des infrastructures qu'on considère comme étant un peu essentielles. Et donc, si vous savez cela, vous avez vocation à investir sur ces ressources-là, les ressources en termes de processeurs graphiques, en termes de data center, parce que vous savez que ça va être indispensable pour un autre versant du marché. Voilà. Donc, c'est un peu pour. Voilà, c'est un peu l'exemple du rail pour la SNCF. Que plus vous avez un réseau ferré performant, plus vous allez pouvoir faire passer de trains, si vous voulez. Donc là, c'est exactement l'idée. C'est ce qui explique. C'est une logique d'investissement. C'est-à-dire que vous investissez parce que vous êtes persuadé que vous allez avoir une demande suffisante d'un de vos services, ou plusieurs des services que vous proposez, qui va vous permettre de rentabiliser cet investissement-là. Par ailleurs, le modèle économique des entreprises qui exploitent, qui nous proposent des algorithmes d'intelligence artificielle fonctionne avec un système de freemium, du coup, une version gratuite et ensuite une version payante. Des tarifs qui, pour l'instant, sont effectivement assez faibles. Je ne doute pas que ces tarifs vont augmenter. Il n'est inscrit nulle part que ces tarifs n'augmenteront pas. Ils augmenteront dès lors que les entreprises qui perçoivent ces tarifs ont intérêt à ce qu'ils augmentent. Et très souvent, l'histoire de l'Internet nous montre, ça commence par du gratuit et ça termine ensuite par une version payante. Il ne vous aura pas échappé qu'aujourd'hui, nous avons une version payante de YouTube, par exemple, par une version payante de Meta. C'est-à-dire que ça commence toujours comme ça. Et les investissements qu'on fait au début, il faut pouvoir les récupérer à un moment donné, et chaque entreprise a son calendrier d'amortissement, je dirais. Et donc, je ne doute pas qu'il y a une logique de récupération de ces dépenses par la génération de profit, quel qu'il soit par l'idée par une augmentation d'affaires ou par la captation de clients qui sont croissantes. Très bien, j'espère que cela a répondu à votre question. Il y avait juste également une dernière question, et après, je vous invite
à aller dehors pour vous rafraîchir. Et Bonjour déjà, je travaille actuellement sur le copy trading, je ne sais pas si vous connaissez ou pas, c'est une branche du trading qui consiste à copier l'action d'un trader qui est censé être qualifié. Et en fait la question que je me posais c'est donc est-ce que l'IA pourra donner un jour des conseils en investissement, car par exemple je viens de le faire à l'instant, c'est des conseils très clairs, voire inexistants. Par contre, il propose déjà des valeurs sur lesquelles investir. Donc ça, c'est déjà une première question. Et est-ce que l'IA pourra évoluer jusqu'à prendre des décisions et prendre position en fait, sur le marché financier d'elle-même? Alors c'est déjà le cas. Première partie de votre question sur est-ce qu'elle peut donner des conseils. Moi je ne vois pas ce qui empêche techniquement une IA de donner un conseil en matière financière. Elle peut inventer d'ailleurs des conseils comme elle a des hallucinations en matière juridique ou dans d'autres domaines. En matière médicale, elle peut considérer qu'un simple artefact de radio ou de scan est une cellule cancéreuse, alors qu'en réalité c'est un artefact lié à la numérisation du support. Donc, rien n'empêche, à mon avis, techniquement, il suffit d'avoir un modèle suffisamment entraîné pour qu'elle puisse délivrer un conseil. Il y a néanmoins un sujet juridique, je veux dire, pour quand même rattacher au droit, c'est que le conseil en investissement financier, c'est une activité qui est réglementée en France par le code monétaire et financier. Et donc, la personne, il y a nécessairement une personne qui met à disposition cette IA financière. Donc, la personne qui met à disposition cet outil de conseil en investissement financier basé sur l'intelligence artificielle doit être CIF, conseil en investissement financier, avec tout un tas d'exigences en matière d'honorabilité des dirigeants, de diplômes, d'interdiction du casier judiciaire, enfin, ce genre de routine, vous voyez, posé par le CNF. Deuxième question, est-ce que les IA peuvent prendre position sur les marchés financiers? C'est le cas depuis à peu près une vingtaine d'années. Alors ce ne sont pas des intelligences artificielles, mais ce sont des algorithmes. Il existe depuis maintenant une vingtaine d'années, ça nous vient des États-Unis, ce qu'on appelle le trading à haute fréquence, qui consiste pour les banques mondialisées à utiliser ces logiciels qui accomplissent plusieurs milliers de fois par seconde la même transaction. Elles arrivent de façon parfois assez pertinente à prévoir un léger crack, une micro-variation du cours de bourse d'un instrument financier, et passe donc un ordre dans un sens ou dans un autre, soit à la vente, soit à l'achat, dans le cadre d'une opération classique d'achat-vente, dans le cadre d'une opération de shorting d'action, sans varier à la baisse, vous savez, sur le film de Big Short, vous avez peut-être vu, voilà, cela fait parier à la baisse sur le cours d'une action. C'est un pari comme un autre. Et donc on a déjà des algorithmes qui permettent cela, qui sont utilisés massivement. Aujourd'hui, le vrai sujet pour le trading à haute fréquence, alors au-delà de la régulation, moi je suis pour l'interdiction pure et simple du trading à haute fréquence, parce qu'on parlait de responsabilité, d'éthique, ça déresponsabilise complètement le trader. C'est-à-dire qu'ensuite on s'étonne de voir Jérôme Carriel qui fait perdre 5 milliards d'euros à la Société Générale en une journée. Si vous voulez, les chiens ne font pas des chats, si vous voulez. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est ce qui explique notamment les considérables travaux en matière de déploiement de fibres optiques à l'échelle internationale dans les océans. C'est qu'aujourd'hui, en fait, comme toutes les banques sont dotées de ces fameux algorithmes qui passent tous plusieurs milliers d'ordres de mouvements à la seconde, l'enjeu, c'est d'être le plus rapide, c'est-à-dire d'avoir un algorithme qui est localisé le plus proche possible de la bourse en question. Et donc vous avez, tout autour de Wall Street par exemple, vous avez de véritables data centers en réalité, qui servent de support technique à des algorithmes qui passent le plus vite possible les ordres, parce que comme ils sont localisés le plus près, alors évidemment ça se passe à la vitesse de l'électricité, donc 300 000 km/s, mais il n'empêche que celui qui a 1 millième de seconde d'avance sur les autres a passé l'ordre avant les autres, et donc potentiellement a fait une micro-plus-value, et ceci, bien sûr, 24 heures sur 24, pendant les heures d'ouverture des marchés, mais donc 24/24 si on est connecté à toutes les places boursières du monde. En fait, maintenant, on peut faire du trading 24 heures sur 24. Donc, c'est déjà possible, et je dirais que cela mérite une considérable réflexion, parce que là encore, on parlait de programmation, de biais de ces algorithmes. Il faut savoir qu'en matière financière, ça pose un vrai problème, parce que la finance internationale, on ne le dit pas assez, a été la source
de révolte, de soulèvement dans certains États, les révoltes de la faim. On parle beaucoup du printemps arabe, mais c'est notamment pour des questions économiques et financières que les printemps arabes ont lieu. On peut s'en réjouir d'ailleurs, parce que ça a permis l'émergence de certaines démocraties, mais ça a aussi conduit certains États à être complètement désorganisés. Révolte de la faim causée par la spéculation excessive sur le marché des matières premières. Lorsqu'on laisse un algorithme faire ce pourquoi il est programmé, c'est-à-dire spéculer à la hausse ou à la baisse sur je ne sais quelles ressources de base, le riz, le soja, le blé, toutes choses dont des milliards d'êtres humains se nourrissent chaque jour, on laisse la possibilité à de simples algorithmes, en réalité d'avoir, c'est un peu l'effet papillon si vous voulez, en ayant fait plusieurs millions de transactions par seconde et donc en faisant varier le cours d'une ressource naturelle à l'échelle mondiale, ça a un effet considérable ensuite. Et je ne suis pas sûr que l'on veuille laisser la bride de ce cheval-là, c'est-à-dire d'un algorithme qui, s'il est mal programmé, je dirais, peut faire tout et n'importe quoi et peut faire surtout ce pourquoi il est programmé, c'est-à-dire spéculer, spéculer, spéculer sans aucune limite humaine, même juridique et démocratique. Voilà. Donc ça, à mon avis, c'est des sujets un peu vertigineux, mais dont il faut avoir conscience, je pense. Magnifique. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Merci à vous d'être venus. Merci encore de faire aussi, monsieur Christian Gérard Guémard, d'avoir accepté notre invitation. Je vous invite à présent